Je vais finalement, je pense, être assez bref parce que ça me permet d'éclairer un peu les propos de Florence qui du coup, image très très bien en fait mon propos. Quand je suis allée regarder la définition de la maltraitance, je suis tombée sur une définition donnée par le Conseil de l'Europe en 1987. Et la définition est la suivante: tout acte ou omission commis par une personne, s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique, ou à la liberté d'une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité et ou à sa sécurité financière. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'on ne parle pas de l'intention de la personne qui pose l'acte. On ne parle que de l'acte en lui-même. Et c'est là-dessus que je voudrais porter mon propos. Donc je suis psychologue, effectivement, j'ai une activité hospitalière, j'ai une activité libérale, je fais de la formation aussi, je suis amenée à rencontrer beaucoup de professionnels de la santé. Dans mon expérience, comme disait Armand tout à l'heure, je n'ai jamais rencontré de professionnels sadiques, pervers, ni même qui soient joyeusement, sciemment, avec plaisir, dans le désintéressement de la personne vulnérable en face de lui. J'ai par contre rencontré des professionnels de très bonne volonté, d'excellentes intentions, cherchant à faire le mieux possible pour son patient et capable de poser 10, 20, 30 fois par jour des actes perçus comme maltraitants. Je fais partie de ces professionnels, vous en faites partie aussi, et là on prend une grande respiration. Pourquoi on prend une grande respiration? Parce que la première chose qui nous empêche d'avoir de la clarté sur le fait qu'on puisse poser un acte maltraitant, c'est la souffrance qu'est la nôtre de constater, alors qu'on était de bonne volonté, qu'on a pu faire, dire ou oublier de faire, ou ne pas penser à faire quelque chose qui a produit chez l'individu vulnérable en face exactement ce qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire un sentiment négatif, une sensation de ne pas avoir été traité correctement. C'est très important pour moi qu'on puisse différencier l'intention, le besoin en tant que professionnel, l'individu que nous sommes, et l'acte, la modalité que nous allons employer et qui, elle, peut être maltraitante. C'est important pour moi de différencier les deux, parce que ça nous permet du coup de regarder peut-être avec un peu plus de détente et un peu plus d'honnêteté ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Ça me permet simplement de faire une petite parenthèse entre la différence qu'il peut y avoir, parce que quand je parle de la question de la maltraitance, j'ai parfois quelques cadres qui m'expliquent que c'est quand même un vrai problème, ces psychologues qui parlent de maltraitance avec les soignants, parce que c'est très culpabilisant. Alors, juste pour faire un peu de clarté, la culpabilité, c'est pas un problème. La culpabilité est un sentiment que nous, les êtres humains, on a, qui nous signifie lorsqu'une limite a été franchie en termes d'acte. Pourquoi c'est important pour moi de faire la distinction entre l'individu que nous sommes, qui est plein de bonne volonté et qui n'est pas dans l'intention d'être maltraitant, et l'acte que l'on va poser qui, lui, peut être perçu comme maltraitant, c'est que du coup, on évite de rentrer dans un sentiment beaucoup plus néfaste qui s'appelle la honte. Parce que la honte, c'est partir du principe qu'en tant qu'individu, je ne suis pas bon, je ne suis pas conforme. Quand j'ai honte, c'est de ma personne dont il s'agit. Quand j'ai un sentiment de culpabilité, c'est de mon acte dont il s'agit. Lorsque j'ai un sentiment de honte, c'est tellement douloureux, parce qu'en fait la honte me déconnecte des autres êtres humains. Ça me rend ni aimable, ni possible, ni dans la capacité à être en lien avec le groupe. Donc en général, c'est un sentiment qu'on essaye de fuir au maximum, et du coup, on perd la clarté sur ce qu'on est en train de faire. Et on le voit dans les comportements, c'est-à-dire que si à un moment donné, on se dit, mais finalement, je vais regarder mon comportement en lui-même n'est pas adapté, en tout cas, c'est pas ce que je souhaitais produire,
Et si je le regarde avec un peu d'honnêteté, de clarté et de détente, je peux à ce moment-là analyser ce qui fait que j'ai été amenée à poser un acte maltraitant plutôt que de chercher à le fuir à tout prix en se disant la culpabilité c'est épouvantable, il ne faut pas que je le ressente, d'ailleurs c'est une grande tension, je vais essayer de me justifier, je vais dire que quand même j'avais bien raison. Parce que ces sentiments-là qui nous mettent très fortement en tension, alors là on parle de professionnels de la santé, mais enfin on n'a pas besoin d'être un professionnel de la santé. À partir du moment où on est dans une situation avec des personnes vulnérables en face de nous, ça peut être quelqu'un qui vient et qui arrive quelque chose de difficile, et puis on ne prête pas l'oreille attentive qu'on aurait dû, ou on règle le problème un peu rapidement, ou on fait semblant de ne pas entendre. Donc évidemment, même si on n'est pas professionnel de la santé, c'est des choses auxquelles on n'est pas complètement étranger. Donc, l'idée de mon propos, c'est effectivement, à partir du moment où je prends conscience que la culpabilité, c'est le sentiment, le signal d'alarme qui va me faire dire que là, il y a quelque chose qui a été franchi en termes de comportement et ça ne me convient pas, à ce moment-là, je peux centrer mon attention, parce que les systèmes d'alarme, c'est fait pour centrer notre attention là-dessus, et ça me permet à ce moment-là d'aller analyser. Qu'est-ce qui fait que moi, en tant qu'individu plein de bonne volonté, j'ai été en mesure de poser un acte qui a été vécu comme maltraitant par rapport aux patients ou les résidents. Alors qu'est-ce qui peut me rendre maltraitant malgré moi? La première chose, c'est la banalisation de certains actes. Et alors, si je reprends, pardon, je ne vais pas tout recopier, mais si je reprends effectivement le Conseil de l'Europe, donc 87, la définition que je vous donne, 92, le Conseil de l'Europe complète cette définition par une classification des actes de maltraitance selon plusieurs catégories. Alors je vais juste utiliser ce qui m'intéresse là par rapport à notre propos. Première, violence physique. Par exemple, soins brusques sans information ou préparation. Non-satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques. Violence psychique ou morale. Par exemple, langage irrespectueux ou dévalorisant. Absence de considération. Chantage, abus d'autorité, comportement d'infantilisation, non-respect de l'intimité, violence matérielle et financière, locaux inadaptés, violence médicale ou médicamenteuse, défaut de soins de base, non-information sur les traitements ou les soins, abus de traitements sédatifs ou neuroleptiques, défaut de soins de rééducation, non prise en compte de la douleur, négligence active, toute forme de délaissement, d'abandon, de manque, négligence passive, négligence relevant de l'ignorance et de l'inattention, privation ou violation de droits, limitation de la liberté de la personne. Et là, on se rend compte que finalement, des actes qui nous sembleraient des actes de soin, de prendre soin de l'autre, rentrent dans la catégorie des maltraitances définies par le Conseil de l'Europe. La question, quand on se la pose en disant « Ah, quand même, on a quand même un peu réfléchi à la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on est encore en capacité de poser des actes maltraitants ?» Eh bien, à certains moments, on va poser des actes vis-à-vis de nos patients et de nos résidents, et ces actes rentrent dans les catégories de maltraitance définies de manière plus générale. Alors, qu'est-ce qui va faire à un moment donné que ça va poser problème? Quelle va être la différence entre l'acte de soin et l'acte de maltraitance? Eh bien, la première chose dont il faut se méfier, effectivement, c'est de la banalisation des choses. Je le fais sans même m'en rendre compte. C'est comme ça se pratique. La deuxième chose, du coup, ça rejoint, c'est le manque de clarté. Je ne sais pas très bien pourquoi ça se fait comme ça, je ne sais pas très bien pourquoi je le fais, mais enfin, on me l'a demandé, maintenant je le fais. Ça peut être sur des bonnes intentions, c'est pas parce que je suis demeurée, moi il m'est arrivé de me retrouver avec une patiente qui s'est effondrée en larmes dans mon bureau, et j'ai pris conscience qu'en fait, le fait qu'elle soit devant moi était profondément maltraitant pour elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle en était arrivée là? C'est parce qu'en fait, il y avait eu tout un jeu où c'était un collègue en qui j'ai confiance qui me dit « mais peut-être ce serait mieux que plutôt que de voir un médecin, elle voit plutôt la psychologue ». Et le rendez-vous avec ce médecin a été pris par un autre collègue avec qui j'ai tout à fait confiance. Donc à un moment donné, je ne me suis même pas posé la question de qu'est-ce qui fait que cette femme, j'allais la voir en entretien. Parce que j'ai fait confiance à mes collègues. Qui sont d'ailleurs des excellents collègues de solides en passant. Et puis on a le dernier point qui est le fameux « c'est ça qui est bon pour vous ». Voilà. Et le fameux « c'est ça qui est bon pour vous », mais c'est ça qui est bon pour l'autre. Il est terrible celui-là parce que là on en parle, on est déconnecté de notre pratique. Mais pour certaines choses, c'est intrinsèquement rentré en nous. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la clarté, que c'est ça qui est en train de nous guider. C'est devenu une boussole interne sur laquelle on n'a même plus la lisibilité, la lecture et la clarté.
Quand on dit « c'est ça qui est bon », oui, mais je le fais parce que c'est ça qui est bon pour l'autre. Je vais vous donner un exemple qui est un peu choquant, mais enfoncer quelque chose dans l'anus de quelqu'un, ça s'appelle un viol. Si je mets une blouse blanche, ça peut s'appeler un lavement. Ça peut s'appeler une sonde rectale. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire. C'est simplement pour dire j'ai tout intérêt à savoir exactement ce que j'attends de ce geste. Parce qu'il y a un moment donné, ça va faire acte de maltraitance sur l'autre. Donc si je n'en attends pas un bénéfice supérieur, il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je fais et pourquoi je le fais. Quand on dit c'est parce que c'est bon pour le patient, il faut être clair sur une chose, on fait jamais l'autre, on fait rien pour l'autre gratuitement. Quand je pense que c'est ça qui est bon pour le patient, non. Je pense que c'est la modalité qui va être bénéfique pour le patient. Et c'est très important d'avoir de la clarté parce que la profonde conviction de nos bonnes pratiques peuvent parfois nous conduire jusqu'au manque de discernement. On va appliquer certaines choses sans même se rendre compte qu'en fait, on est guidé par le fait que on pense que c'est ça qui est bon pour l'autre, alors que potentiellement, il y a peut-être d'autres modalités, finalement, pour faire le bien de l'autre. Donc c'est important en tant que professionnel que je puisse avoir de la clarté sur mes référentiels. Qu'est-ce qui fait que ça me semble ajusté? Au nom de quoi je définis que cette modalité de prise en charge est bonne? C'est important aussi de se rappeler qu'on est juste en 2017. Quand on regarde en 1917 la manière dont on prenait en charge les gens, on se dit oh, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais alors qu'est-ce que je suis contente de ne pas vivre à cette époque? Peut-être en 2117, ils regarderont la manière dont on travaille, et puis ils se diront bon, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais alors qu'est-ce que je suis contente de ne pas vivre en 2017? Donc, pour conclure, me reconnaître comme un individu qui est plein de bonne volonté, qui est dans l'élan de contribuer pour l'autre, et comme un professionnel capable de poser des actes maltraitants, c'est-à-dire juste désajuster par rapport aux besoins réels de la personne en face, ça me permet d'entrevoir ce qui me semble fondamental pour être un professionnel adapté à la personne en face, c'est-à-dire la prudence dans les actes. Je vous remercie.